Bonjour, ici Julie Blecomo, animatrice de la nouvelle émission L'apéro avec Julie. On est dans les derniers préparatifs, je suis fébrile et je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale en l'honneur de la Journée internationale de la femme présentée en exclusivité sur les ondes de TV Rogers. Cette Journée internationale de la femme, on va en parler pendant cette prochaine heure. On célèbre la femme, on s'informe de la réalité de Filles à femmes ici à Ottawa, au Canada et ailleurs sur la planète. Partout dans le monde entier, le 8 mars est désigné comme la Journée internationale des femmes. Cette journée reconnaît les réalisations des femmes. Cette journée fait appel à l'action pour appuyer les droits des femmes et elle promouvoit l'égalité entre les sexes. Pour souligner cette Journée internationale de la femme, je reçois, avec beaucoup d'honneur et de gratitude, Mme Sophie Grégoire-Trudeau, qui depuis plus de 15 ans est une ardente défenseuse des femmes ainsi que de l'égalité des sexes. Elle est aussi maman de 3 jeunes enfants. On a aussi avec nous en studio Mme Nathalie Massangou, qui est née en République démocratique du Congo. Elle est aussi mère de 3 enfants et est étudiante au Collège La Cité en petite enfance, et ce, depuis 3 mois. Et vous allez reconnaître Sylvie Lapointe, qui est l'animatrice de l'émission Émergence, ici sur TV Rogers. Puis Sylvie est maman de 2 jeunes femmes adultes. Alors, à la maison, on vous invite à rassembler votre famille, vos amis de filles et aussi les hommes de vos vies. On espère que notre discussion vous inspirera à poursuivre la conversation dans votre salon. Alors, installez-vous confortablement, remplissez votre tasse pour l'apéro avec Julie. On va commencer tout de suite, là. À quel moment vous avez pris conscience, qu'est-ce que ça voulait dire de passer de fille à femme? À être femme, là, à quel moment est-ce qu'il y a eu un rassemblement, puis tout à coup, le boum? Sylvie? De prendre conscience, tu veux dire de la transition d'être fille à femme? Oui, qu'est-ce que c'est que d'être femme? Oh mon Dieu, la grosse question, hein? C'est-tu pour moi... C'est triste un peu, mais c'est beaucoup de responsabilités. Je suis l'aînée de la famille. Je suis l'aînée de 4 filles. Et ma mère était l'aînée de sa famille. Ma grand-mère était l'aînée de sa famille. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est comme une tradition chez nous. Mais vraiment, les attentes d'être l'enfant modèle, de donner bon exemple, de s'occuper des frères et sœurs et tout ça. Donc, déjà là, je pense que j'avais des responsabilités encore très jeunes. Donc, pour moi, c'était... un mélange de responsabilités, puis peut-être aussi, avec l'université, l'appel de la liberté avec, mon déménagement dans mon appartement à 5 ans, c'était bien, c'était bien. Alors, je suis femme, je suis responsable. Oui, j'ai pas à surveiller personne, je peux décorer comme je veux, oui. Alors ça, là, assumez femme. Et Sophie? Mais c'est une bonne question parce que je pense qu'il n'y a pas un moment précis pour moi où je me suis conscientisée du fait que j'étais femme. Évidemment, quand notre corps change, quand les menstruations arrivent et tout ça, c'est encore des choses qui sont... Il y a même encore un tabou qui entoure ça des fois dans notre société. Mais je pense que quand j'ai senti que ma souffrance était liée à la souffrance des autres femmes sur la planète et que leur souffrance était liée à la mienne, je suis devenue femme. Mm-hmm. Je me suis sentie responsable de notre sort et non seulement du mien. Puis avec cette responsabilité-là, là, on sous-entend aussi une grande solidarité des femmes. Hein? Puis vous venez de faire allusion, là, Sophie, aux menstruations. Moi, je dois vous dire que chez moi, les menstruations, puis là, il y en a qui vont rigoler, là, puis s'il y a des hommes, des jeunes garçons à l'écoute, là, écoutez bien, moi, chez nous, la façon dont ça se passait, mes parents m'ont invitée au restaurant. Bien, moi aussi! Puis, moi, ils m'ont félicité. Ah, oui! Oui. Puis, je ne sais pas chez vous, parce que Nathalie, vous arrivez du Congo. Nous, là, on est allés au restaurant à Montréal. Puis peut-être que vous vous rappelez, aux Mouettes, un restaurant chic. Puis là, on a les menstruations. Alors, ouf, il faisait chaud. Mais c'était une célébration. Alors, pour vous, au Congo, comment ça se passe, là, ce passage biologique? Oh, c'est un peu différent, peut-être d'ici. Chez nous, curieusement, c'est un tabou. Des fois, on n'en parle pas. Ça vous surprend comme ça et vous ne savez quoi faire. Vous vous demandez si vous êtes blessé ou quoi. Parce qu'on ne vous a pas informé là-dessus. Ah, OK. Non seulement on n'en parle pas, mais on ne vous t'a pas informe préparé même non pas. plus. Non, on ne vous prépare même pas. C'est peut-être en voyant, en interrogeant ma mère.
Alors, elle me dit, non, c'est pas une plaie. C'est alors qu'elle m'a informée. Elle a essayé de m'expliquer ce qui s'est passé avec mon corps. Sinon, c'est vraiment un tabou. Oui, c'est incroyable. Puis c'est pas le seul pays au monde. Moi, j'ai regardé un documentaire récemment, justement, qui démontrait que ils commencent tranquillement à offrir aux femmes des serviettes sanitaires pour leur menstruation. Il n'y a rien, il n'y a même pas de moyens pour ils prennent des cotons souillés. Oui. C'est danger, c'est dangereux. Oui. Et de ne pas connaître son corps et de rester dans l'ignorance, ça aussi, c'est un grand danger. Alors, si le passage de fille à femme biologique, les menstruations n'étaient pas parlées, c'était tabou chez vous, à quel moment pour vous qu'est-ce que vous voyez dans la société qui faisait, mais ça, là, ça va être moi quand je serai femme. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un passage des rites chez vous? Moi, la première fois réalisé que j'étais femme, il y a quelque chose qui a aussi perturbé ma vie, c'est que je n'étais pas aussi informée de la douleur. Je ne connaissais pas ce que c'est la douleur de l'enfantement. Je suis tombée grosse et personne ne m'avait dit quoi que ce soit. Et cette douleur m'a surprise. Je pensais que j'allais mourir. Attends, menstruée ou enceinte? Enceinte, là, maintenant, je parle de la grossesse. OK. Incroyable. Ouais. OK. Alors, non seulement on ne parlait pas de menstruation, mais de l'évolution. Tu ne savais de pas la à quoi grossesse. t'attendre au niveau de la grossesse. Oui, j'étais grosse. Et je suis allée, quand j'ai commencé à le travail, c'était vraiment pénible. Ben oui. On disait que ça serait pénible, mais je ne pensais pas à quel niveau. C'était trop pour moi et je pensais que j'allais mourir. Mais une fois que l'enfant était dehors, directement, j'ai oublié toutes ces douleurs-là. Oui, Par Ça, l'amour on de l'enfant. comprend Ouais. Mais Et là, j'ai on réalisé ne que pensait j'étais pas aller devenue là femme. aujourd'hui, mais on va reculer un peu justement pour parler de cette grossesse. Alors, à qui avez-vous osé partager cette douleur physique qui était celle de la grossesse? Alors, qui vous avez informé? Est-ce que c'était une mère, une autre femme? Racontez-nous un peu. C'est après l'accouchement que j'ai eu à partager ce que j'avais ressenti. Et les gens étaient surpris pour dire, mais c'est ça, être femme. Il faut passer par là. Moi, j'ai dit, oui, je savais que ça allait faire mal, mais je ne savais pas à quel niveau, à quel point. Ça m'a toujours bouleversée. Mais heureusement que je m'étais préparée avec la première expérience. Et dès que j'ai eu ma deuxième grossesse, je savais au moins à quoi m'attendre. Et là, ça s'était quand même mieux passé. J'ai une petite question rapide parce que je suis fascinée. C'est désolant d'entendre ça, évidemment. Mais si les gens, dans votre culture, ne vous parlaient pas de la douleur qui accompagne la grossesse, est-ce qu'on vous avait parlé du plaisir qui accompagne la sexualité d'une femme? Là, on n'ose même pas. Incroyable. Là, on n'ose même pas. C'est vraiment un tabou. Ça ne se parle pas. Peut-être que vous pouvez le partager avec les amis en cachette, mais ça ne se dit pas tout haut. C'est encore un tabou. Puis là, donc, si on n'en parle pas entre les femmes, est-ce qu'on, vous savez, du côté des hommes, si on en parle justement du plaisir sexuel, alors si du côté des femmes... ou de la femme? Oui, ben des deux, est-ce qu'entre les hommes, on en parle aussi? Parce que les hommes sont aussi responsables de ces grossesses-là. Est-ce que c'est moins tabou chez les hommes? Est-ce qu'on en jase? D'ailleurs, les femmes, peut-être entre nous pouvons parler de la sexualité. Nous sommes quand même un peu ouvertes. Mais les hommes, quand j'essaye de poser la question, par exemple, aux personnes, ils n'osent même pas. Ils parlent d'autres choses. Ils peuvent parler de foot, parler de la politique et autre chose, mais... Le football. Le football, du sport, en fait. Ben oui. Oui, mais la sexualité, je ne pense pas qu'ils en parlent. C'est plus tabou entre eux qu'entre nous, d'ailleurs. Oui. Vraiment? Ah oui, bien les femmes, on est pires, comme on le sait, ça. Oui. Maintenant, là, avec tout ce que vous savez, là, mesdames, là, qu'est-ce que vous voyez comme défi encore à devenir femme? Moi, je n'ai pas le privilège d'être maman de filles, toutes les trois. Je sais que vous êtes maman de filles. Sylvie, 2 grandes filles. Sophie? J'ai une fille, 2 garçons. Oui, puis J'ai Nathalie? une fille, 2 garçons aussi. Oui, puis à peu près dans les mêmes âges, là. Ah oui? Oui. C'est 10 en 8-6 ans. Ah ben mon Dieu, c'est presque comme moi. Oui. Wow. Ouais. Alors, quand vous regardez tout ça, là, puis moi, j'ai une nièce que j'adore. Quand vous regardez tout ça, là, quels sont les défis? Quels sont les défis? Puis après aussi, on va parler des privilèges, là, mais quels sont les plus grands défis quand vous passez à votre fille, là? Bien, moi, quand j'écoute l'histoire de femmes qui viennent de différents milieux, de différents pays, de différentes cultures, ce dont je me rends compte, c'est que les défis sont autant au plan physique, la sécurité physique de la femme, de la fille, autant que la sécurité psychologique de la femme et de la fille. Et les plus grands obstacles sont souvent reliés à la perception et à l'éducation que les hommes ont par rapport à la féminité. Pour qu'on puisse avancer dans la société et avoir plus d'égalité,
c'est bien important d'éduquer les femmes sur leur propre corps, sur ce que la douleur de la grossesse, les plaisirs de la sexualité et tout et tout. Mais si les hommes sont pas au courant, on n'avancera pas plus. Non. Alors, je pense que les défis concernent autant les hommes que les femmes quand ça concerne l'égalité et que pour tous ceux qui ont besoin d'être d'être convaincus, bien, premièrement, il y a l'argument économique qu'une société où il y a plus d'égalité, il y a une plus grande croissance économique. Et à tous les autres niveaux, tout le monde en sort gagnant si les femmes et les hommes sont traités comme égaux. Il n'y a comme pas d'argument contre l'égalité. Ça serait vraiment, il faudrait aller chercher vraiment en creux, il faudrait me convaincre. Parce que l'égalité, c'est gagnant pour tous. Et le plus grand défi, je pense que c'est l'éducation. L'éducation qui va mener à l'économie, qui va mener à cette égalité. Donc, tout commence avec l'éducation. Donc, quand vous pensez à vos filles, vous les voulez voir éduquées pour pouvoir ensuite aussi faire des choix. Faire des choix. Ouais, moi, Nathalie? je pense aussi que oui, ça favorise l'économie et le développement du monde ou des sociétés. Mais je pense surtout qu'il faut aussi penser à la justice. Racontez ce que vous voulez dire. Il faut penser à la justice parce que c'est injuste pour moi que la moitié de la population du monde soit considérée inférieure par rapport aux autres. D'abord, ouais, il faut commencer par là parce que moi, je pense que quand on commence par l'égalité, par justice, justifier la femme, elle va se sentir responsable et elle aura des ambitions qui vont la pousser à aller à l'école et à évoluer avec ses études. Je pense qu'il faudrait commencer par là, que les hommes sachent que la femme, l'égalité homme-femme, ce n'est pas la domination de la femme. C'est au contraire voir sur les côtés justice. Oui. La femme doit être justifiée, se sentir capable. Parce que quand elle sera justifiée, alors là, elle va se sentir capable d'aller plus loin avec ses études et être motivée. Je crois et ce que vous dites, c'est tellement important parce que les institutions juridiques, les lois doivent protéger les femmes. Oui. Et si on est chanceux, on est dans une démocratie, on est protégé, on doit aller encore plus loin. Mais il y a plein de pays sur la planète où l'instance gouvernementale juridique ne protège pas les droits de la femme. Oui. Puis il faut avoir des actions concrètes vers ça. Alors, cet élément de justice, ici et ailleurs sur la planète, c'est la clé. Puis ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, les hommes sont les partenaires, puis même que c'est à eux d'avoir cette responsabilité-là dans les endroits, dans les cultures, dans les pays, dans les villes, puis même dans les familles. Il faut se dire les vraies affaires, là. Hein? C'est à eux, ils ont cette responsabilité d'aller vers la justice. Je trouve que c'est encore le mot. C'est eux qui prennent les plus grandes décisions Oui. au niveau de la vie, mais pas au niveau de la famille. Les femmes ont toutes les responsabilités, sont le noyau de la famille et prennent les décisions concernant la famille, mais à la fin du compte, c'est l'homme qui a le pouvoir sur la décision finale. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, si je regarde autour de la table, là, puis je vous connais un peu, puis je sais que vous avez autour de vous des hommes, d'autres personnes qui sont là, qui ont des horaires de travail qu'on peut appeler de toutes sortes, mais le vôtre est encore plus rempli. Puis c'est tellement vrai encore aujourd'hui, en 2019. Puis je vous remercie d'être là, d'avoir fait le choix d'être ici aujourd'hui pour parler de la Journée de la femme, où est-ce qu'on se doit encore de réaliser, de célébrer les réalisations, justement de parler de justice pour les droits de la femme et de cette égalité. Alors, il y a des défis encore, mais aussi, j'espère que d'être femme, il y a des privilèges. Moi, quand je regarde ma nièce, quand je jase avec ma nièce, quand j'ai le privilège qu'elle m'appelle, les moments entre filles, pour moi, là, c'est tellement, tellement précieux. Je ne vais pas pleurer, là, mais c'est parce que j'ai demandé à ma fille, il n'y a pas longtemps, ça veut dire quoi pour toi, la Journée internationale de la femme? J'ai posé cette question-là. Et elle m'a dit, ben pour moi, je me sens comme concernée de l'avenir puis du sort des autres filles puis des autres femmes parce qu'on est comme un grand clan. Puis elle a 10 ans. Wow. Puis là, je me suis dit, hey, ça change. Trop lentement, mon goût, mais ça change. Mais ça, là, c'est à cause de sa maman. Bien, j'espère. C'est son à papa. cause de son papa, aussi. Oui. Ses frères, oui. ses grands-mères, oui. ses tantes, parce que c'est ensemble, là. Trop souvent, les femmes ont cette réputation qu'on s'abaisse. Mais c'est pas vrai, ça. Non, mais on le fait à nous-mêmes, hein? Oui, oui, ah ben oui. La culpabilité, on vit. Ah oui, oui. On beaucoup, pourrait parler de culpabilité. santé mentale Parce que, des honnêtement, femmes. là, mon expérience, c'est que c'est pas facile de faire partie d'un groupe de femmes.
il y a toujours ce sentiment de compétition, puis on se mesure l'une à l'autre, etc. Donc ça a été mon expérience. Ça s'efface un peu avec l'âge, non? Moi, je me sens oui, c'est beaucoup moins présent dans ma réalité aujourd'hui, mais grandissant là, dans les années 60-70, puis même encore là... Hein? 9 to 5, là, quand on regarde ça, là, est-ce que vous, c'est comme ça aussi dans votre pays d'origine? Bon, je pense au contraire, chez nous, dans mon pays, il y a même la femme, ce qui est surprenant, c'est que même la femme se déconsidère et elle inculque ça à d'autres femmes pour dire non, ça ne sert à rien d'aller à l'école, tu n'iras nulle part avec les études. Ça ne sert à rien. Donc, Tu n'iras nulle part. Ce qui est important, c'est les mariages pour la femme. Les études, c'est rien. Quand tu n'es pas mariée, personne ne va avoir de la considération pour toi. Alors, s'il faut choisir entre études et mariage, il faut choisir les mariages. Et les études, tu vois, on peut les faire tout en étant marié. Mais une fois que vous êtes marié, vous commencez à faire des enfants et ça ne stoppe pas. Voilà, c'est le cycle, c'est ça. C'est ce cycle-là. Mais Nathalie, vous avez fait des études là, avant d'arriver ici. Là, puis vous êtes arrivée il y a combien de temps? Ici, au Canada? J'ai 3 mois ici. 3 mois? Oui, oui. Puis on est heureuse de l'avoir. Ouais. Et vous aviez fait des études. Racontez-nous un peu vos études chez vous. Là. Alors, vous avez surpassé ça, cette culture qui était là, qui vous encourageait vers le mariage. Oui, ça n'a pas été facile parce que au moins les filles, on leur demande d'avoir peut-être jusqu'au diplôme d'État, ça va. Et quand vous allez à l'université, on vous traite de prostituées, par exemple. On dit que les femmes qui vont à l'université, ce n'est pas pour raison d'études. Premièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas de mari. Et deuxièmement, c'est pour aller se prostituer parce qu'on n'est pas marié. On se prostitue là-bas et passer son temps en attendant un jour qu'on puisse se marier. Wow! Mais c'est quoi qui t'a donné le courage d'aller à l'université alors? C'est mon père. J'ai eu un père impeccable. Ouais. J'ai eu un père impeccable qui me disait toujours que tu n'es... Parce que dans ma famille, je suis l'unique fille. J'ai un jumeau qui est aussi médecin en ce moment et un petit frère. Et il me disait, tu n'es pas différent des garçons, des frères. Vous êtes... Tu peux... Ouais. Les papas qui disent ça change. Oui. Dès mon jeune âge, je me disais, tu peux devenir président de la République, tu n'es pas fait oui, pour mais quel sorte de maman et de papa il y a eu, lui, pour comme vraiment ce message qui va contre la culture? Alors, il y a eu des parents qui étaient très progressistes. Oui. C'était vraiment impressionnant. J'avais eu cette chance-là. C'est mon père qui m'a encouragée à aller plus loin avec les études. D'ailleurs, à choisir pour moi cette profession, la profession juridique. C'est lui qui a voulu que je fasse les droits. Il a pesé de tout son poids. Moi, je voulais être infirmière. Il m'a dit non. Il faut aller à l'université. Pourquoi tu as peur? Il faut aller à l'université comme les hommes. Et avec ça, tu pourras faire la politique et un jour devenir président de la République. C'est comme ça. Ben là, au premier ministre du Canada. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Ouais. Alors, qui vous inspire, là? Hein? Il y a ces hommes-là qui vous poussent à vous surpasser, à être femme en pleine justice égale. Mais qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent, qui vous ont inspiré? Tu sais, je pose souvent cette question-là dans mes ateliers. Puis je m'attends à voir des noms comme Mère Teresa, etc. Puis tellement souvent, sinon c'est l'habitude, les gens vont parler de personnes proches. Et ma réponse à ta question, c'est ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère était une des premières femmes contracteurs ici dans la région de Vanier. C'est vrai, dans Vanier. Et puis, la banque ne voulait pas lui prêter l'argent pour commencer la construction. Donc, mon grand-père est venu, il a signé les papiers, mais c'est ma grand-mère qui avait fait les plans puis qui était sur le chantier à tous les jours après sa journée d'école parce qu'elle était institutrice. Puis ma mère était une des premières femmes à graduer de l'École de médecine ici à Ottawa. Donc, moi, j'ai eu des bons exemples aussi de, bon, OK, tu te mets une idée dans la tête et tout est possible. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ma grand-mère et ma mère. Vous venez tellement de m'inspirer en parlant de votre père qui vous dit « Tu veux devenir présidente de la République quand vous habitiez au Congo ». Je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est quand une femme ressent le pouvoir qu'elle a de devenir présidente de sa République, d'elle-même. Ça m'inspire à un niveau. J'ai des frissons. Non, mais je vais utiliser ça, OK, maintenant? Oui. Deviens la présidente de sa propre République. Je pense que c'est le plus grand degré d'inspiration. Puis c'est certain que des fois, je vois des femmes ou je rencontre des femmes de par le chemin politique à travers la planète qui sont
incroyables. Pumzile Mbako Mnuka, qui fait des choses extraordinaires. Il y a plein de grandes combattantes qui sont là pour nous aider puis défendre nos droits. Évidemment qu'elles m'inspirent, mais les femmes autour de moi, mes amis, ma famille, toujours. Celles qui souffrent, celles qui ne sont pas capables de s'en sortir, elles aussi m'inspirent parce que notre sort est lié. Oui. Moi, quand je réfléchis aux femmes qui m'inspirent, je me rappelle d'avoir vu le film de la vie de Golda Meir, premier ministre d'Israël. Puis, un des passages, une des citations qui sont tellement fortes, c'était celui qui était premier ministre à ce moment-là. Puis elle était ministre, puis elle contemplait, puis elle disait « Qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Puis lui, il a dit « Moi, ce que je dirais aux autres dans mon cabinet, c'est que le meilleur homme pour être premier ministre d'Israël, c'est Madame Golda Meir. » C'est bien dit. C'est tellement, puis j'en ai encore les frissons au moment où je revois cette image-là de ce film-là, qui est un homme, encore une fois, qui accompagne, qui permet à une femme de le faire. Mais, puis en plus, on parle de la sphère politique, que je sois sur ce chemin-là ou que mon mari le soit ou non. Ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de femmes qui vont s'investir dans le processus politique, plus on va avoir une démocratie qui représente notre population. C'est tellement important. C'est critique, je pense. C'est au-delà des critiques. À ce moment de notre histoire, je crois que c'est critique. Absolument. On a besoin d'un petit peu de compassion, d'amour et de collaboration dans... Mais en passant, c'est pas facile, hein? Gérer une famille, Non. travailler en politique, je peux vous le dire, je le vois, c'est des sacrifices constants. Oui. Constant, constant, puis peu importe quand on est pionnière, quand on avance, parce que là, de chez vous, là, vous êtes une des pionnières, une des premières qui arrive, qui s'établit. Hein? Qu'est-ce que vous voyez là, maintenant là, comme privilège là, d'être femme? Qu'est-ce que vous diriez à votre fille? Oui, je dirais à ma fille de savoir qu'elle n'est pas aussi différente des hommes. Parce que là, il faut lutter avec ça dès le jeune âge. Parce que je peux voir entre ma fille et mes garçons, elle se sent souvent inférieure. Et les hommes, quand elle fait quelque chose, les garçons disent « Oh, c'est pour les filles, ça ». On sent déjà sur ces points-là qu'elle considère comme si elle était inférieure. Et eux, quand on est homme, on est fort, on est supérieur, on ne pleure pas, on supporte. Déjà, alors il faut, je pense, combattre ça. Et je le fais comprendre, non, tu es cadette, tu es peut-être la plus jeune, mais tu dois être forte comme les hommes. Ne pense pas que la force ne revient qu'aux hommes. La femme aussi est forte. Il faut t'exprimer, il ne faut pas pleurer, il faut être forte, supporter quand s'il faut supporter et être fort. Il ne faut pas te faire tout petite. Tu n'es pas faible, tu es forte. C'est ça que je donne comme conseil. C'est un beau message, hein, parce que de prendre sa place. Hein? En fait, c'est ça. D'oser le faire, c'est une chose, mais plusieurs d'entre nous ont reçu le message où est-ce que, sois belle et tais-toi, ou bien fais-toi petite. Ou dans la force, des fois aussi, pour moi, ayant grandi, je crois aussi que de se permettre une certaine vulnérabilité. Parce que je suis femme, puis ça, Sophie, vraiment, vous le faites à merveille, l'authenticité, la vulnérabilité, d'accepter ça comme femme, comme fille. Moi, j'ai trop souvent entendu dans mon entourage que j'étais peut-être trop émotive ou trop tout ça. Puis à ma nièce, avec qui j'ai beaucoup de similitudes, je lui dis, ça fait partie d'être femme, cette émotivité-là, de l'accepter, puis même de la célébrer. C'est le plus beau des cadeaux. Moi, je rêve au jour où on va dire aux garçons, tu peux faire tout ce que les filles font. Tu peux ouvrir ton cœur, être vulnérable, exprimer tes émotions. Tu peux exprimer ce qui est pris à l'intérieur de toi. Et là, on va parler d'égalité. Parce que tant et aussi longtemps que les garçons ne reconnaissent pas la féminité à l'intérieur d'eux-mêmes, oublie ça. Alors, j'ai encore des frissons. Oui, puis quand je pense à des anthèmes de femmes, je vais vous raconter une autre petite anecdote. On est justement pendant la semaine de la relâche. Je suis avec ma sœur, mes deux fils, et ma sœur n'a pas d'enfant à ce moment-là, puis on fait du ski, puis on s'échange le manteau de ski parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, là. Je ne sais pas à quel moment on était, mais je vous dois peut-être des sous. On s'échange le manteau pour faire des tournées avec les enfants. Puis mon fils, le plus jeune, descend, puis à ce moment-là, c'est Shania Twain, qui est une chanteuse qui habite à Genève, qui refait un retour. Puis on vous la fera entendre, de Nathalie, la chanson. Puis Alex finit de descendre la pente, je pense 5 diamants ou quelque chose comme ça. Puis il arrive en bas de la pente, puis il dit « Man, I feel like a woman. » Puis ça représente tellement bien. Hein? Oui, yes! Puis là, ma soeur puis moi, on s'est regardés, là. Yes! Man, I feel like a woman. Mon Dieu, mon homme, que je me sens
femme, puis ce pouvoir-là qu'on peut avoir à être femme. Est-ce qu'il y a un anthème, une chanson là, à laquelle vous pensez, puis dans votre tête, là, je suis femme? Moi, c'est drôle parce que quand ça me vient en tête, je pense que c'est Julien Clerc qui disait « Femme, je vous aime Mais même si c'est un homme qui chante à la femme, c'est comme si j'ai envie de me l'approprier parce qu'on peut se dire ça entre femmes. Oui. Tu sais, on peut se rendre vulnérables les unes aux autres, puis justement s'éloigner de la compétition, puis de cette espèce de rideau qui nous empêche de nous voir tels que nous sommes, puis c'est un grand mensonge, au fond. Hein? On veut se voir tel qu'on est. Oui, j'ai envie de leur chanter ça. Ou Tina Turner, You're simply the best. Oui, c'est vrai. Pour toi, Sylvie, ça serait quoi ton anthème femme? C'est-tu parce que c'est clair dans ma tête? Puis c'est un homme qui parle d'une femme. C'est la chanson de Francis Cabrel. Laquelle? Mon Dieu, comment ça va donc? J'étais allée au concert de Rock Voisine la semaine passée, puis il a Juste quelques chanté. mots, je m'en souviens. Elle a gommé tous les... Tous les éloges du quartier. C'est ça. Oui. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Oui, c'est ça. C'est beau. Nathalie? Moi, curieusement, je n'ai pas de chanson particulière. Pas d'anthème. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre, un film que vous reconnaissez là, comme étant là, quelque chose là, qui représente la femme dans cette Journée internationale de la femme? Bon, il y a un film, peut-être un film que j'ai suivi quand j'étais toute jeune, où il y avait une femme qui était... on montrait la puissance de la femme qui était capable de rassembler sa famille. Parce qu'il y a des fois ce qui se passe dans mon pays qui démontre la force de la femme, parce que j'ai l'impression que la femme est forte. Souvent, ce qui arrive, il y a des fois peut-être qu'il y a un problème de divorce ou de séparation. Oui. L'homme qui pourra partir pendant des années et on oblige à la femme d'attendre. Et la femme va attendre pendant 10 ans. Ça, c'est un film que j'ai suivi. La femme a attendu l'homme pendant 10 ans et l'homme est revenu dans son foyer. Elle a eu cette capacité de pardonner et de tout oublier. Pour moi, je symbolisais ça comme une force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Oui, ce cinéma m'appelle la force qu'a la femme de se surpasser et de se surmonter. Ouais. Se surpasser, se surmonter, moi, me vient en tête I Will Survive. I Will Survive. C'est vrai, je chantais ça avec mes sœurs quand on avait des peines d'amour, on s'encourageait comme ça. Ou plus récemment, là, Alicia Keys, The Girl is on Fire. Oui, c'est vraiment, ce sont des antennes qui nous rassemblent, mais ces forces-là, c'est vrai qu'on a ça d'être femme. On est appelé à vivre plus qu'à survivre. Je pense qu'il faut s'élever, il faut continuer à élever nos voix. On a trop vécu longtemps dans le mode survie. Là, c'est le temps de vivre et de s'épanouir. Et pour ça, il faut respecter nos droits. Oui, respecter nos droits, puis aussi célébrer les femmes qui nous entourent, là, de leur dire « je t'aime », de célébrer. Puis on va faire une courte pause. J'aimerais savoir là, rapidement là, comment vous allez célébrer la Journée de la femme. Qu'est-ce que vous allez faire là, en quelques mots avant d'aller à la pause? Nathalie? Souvent, je viens à peine d'arriver, j'ai 3 mois. Je ne sais pas encore célébrer parce que dans 2 jours, je ne connais pas vraiment. Parce qu'on est en pré-enregistrement, là. Oui. Je pensais à juste méditer ou penser à un sujet parce que j'ai l'impression que les femmes se battent quand même. Bien sûr qu'on peut voir les fruits, ça produit quand même les fruits, mais il y a encore trop d'histoires qui nous restent à faire. Je pourrais peut-être m'asseoir et penser à ce qui nous reste à faire. Moi, je donne un discours à quelques événements à Ottawa, puis on va s'assurer que vous sachiez ce qui se passe dans la ville pour que vous puissiez participer. Oui. Ben, lequel, Sophie? Il y a un déjeuner pour, justement, pour les nouveaux arrivants. Wow. Oui, et les femmes et leurs droits, parce qu'ici, on est dans un pays où est-ce qu'on promouvoit les droits des femmes et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On travaille très fort là-dessus. Et il y a des événements à Ottawa qui se déroulent. Et il y en a plein toute la semaine. Oui. Il y en a aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller voir sur le site web de Conditions féminines du gouvernement du Canada, la ville d'Ottawa, du côté de Gatineau. Puis le prochain événement vous attend, Sophie. Alors, on vous dit, là, vous allez devoir quitter. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Puis bonne célébration. Puis Nathalie, on va s'assurer de célébrer avec vous, mais vous restez pour la fin de l'émission. Avec Sylvie, on va parler des origines et qu'est-ce qui se passe à travers le monde pour la Journée internationale de la femme. Vous êtes à l'apéro avec Julie. On revient tout de suite.
retour à l'apéro avec Julie. Mon Dieu, que c'est inspirant de vous entendre. On poursuit la conversation, mais avant, je tiens à remercier Madame Liane Lacroix et associée qui a créé, vraiment, c'est une visionnaire, ce décor. Je lui ai donné quelques mots et c'est arrivé. Et il y a aussi, évidemment, Upper Room. C'est là d'où vient tout notre ameublement. Il y en a un à Orléans, il y en a un à Nepean et très, très bientôt à Kanata. Sylvie, tu as fait de la recherche et tu as trouvé pour nous des événements qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu en l'honneur de la Journée de la femme à Ottawa. Ça a l'air de quoi? Il y en a toutes sortes. Hein? Donc, dans la région de la Capitale-Nationale, le 22 mars, au Musée de sciences et technologies, il y a un événement. Le programme n'a pas été mis en ligne, sauf qu'on dit que c'est une façon de célébrer être femme et de s'épauler entre femmes. Donc, ça semble prometteur. Il y a le Phoenix qui, aujourd'hui, donc le 8 mars, a eu une session d'une pleine journée au Centre communautaire Richelieu de Vanier. Ils ont eu toutes sortes de témoignages. Ils ont parlé de femmes en situation de handicap, de femmes violentées, etc. Et une conversation avec un temps de réseautage. Le 15 mars, mais cette fois-ci à Gatineau, à la salle des fêtes sur la rue Laurier, l'AFIO et ses partenaires organisent un souper dansant. Ça pourrait être le fun, hein? Bien, ça pourrait être réseautage et tout juste ça. Danser entre femmes, là, on Oui. s'amuse avec ça. Et ils fournissent même un service de halte garderie. Ça, c'est le 15 mars. Ça, donc c'est à partir pratique, de Nathalie. 17h. Vous pourriez aller là avec vos enfants pour aller danser. Ouais. Oui, alors ça, c'est quelques-uns, mais ce qui me fascinait, c'est que j'ai regardé aussi la liste des choses qui se passent au Québec, pas loin de chez nous. Et donc, il y a toutes sortes de choses comme les femmes et le climat, et le changement climatique. Oui, on sait que c'est un grand enjeu en ce moment. Tout à c'est fait. vrai. Les joutes d'improvisation. Rendre hommage aux femmes. Il y a quelques célébrations ici à Ottawa où il y a des femmes qui ont été nominées comme des femmes à suivre, des femmes inspirantes. Il y a même des projets où on va projeter des documentaires. Il y a une espèce de rencontre de femmes intergénérationnelle. Merci. Merci. Donc, il y a toutes sortes de choses. Ça m'épate et ça me rassure de voir qu'on se mobilise et qu'on trouve des moyens de se rassembler pour parler de choses plus sociales, donc, hein, d'aller danser, mais aussi de choses plus contemporaines, plus socio-économiques, comme le climat et comme la violence et comme les handicaps. Oui, les technologies de l'information, parce que d'ailleurs, ça fait partie du thème. De la condition féminine, tout à fait. De la condition J'essaie de féminine trouver. et des Nations unies. Nathalie, chez vous, là, au Congo, est-ce qu'on en parlait de la Journée de la femme? Est-ce que c'était quelque chose que vous voyez? Il y avait des activités dans les rues, dans les écoles. Comment ça se passe là-bas? Oui, ça se passe effectivement, je pense, comme ici. Il y a des thèmes qu'on sort chaque année pour célébrer la Journée de la femme. Oui. Et on exige aux femmes, il y a une tenue. Souvent, ils aiment mettre une tenue, l'épargne africaine, comme uniforme, et toutes les femmes vont s'acheter et s'habiller de la même façon. Est-ce qu'il y a différentes couleurs selon le thème de l'année qu'elles doivent porter? Non, il n'y a pas de couleur, mais il y a juste des motifs qu'on va mettre là pour exprimer la force de la femme. Et on va demander aux femmes d'acheter, je crois que c'est à bas prix, on demande aux femmes d'acheter, de mettre ces tenues. Et il y a des conférences qui sont organisées, il y a des fêtes, les femmes se cotisent pour se retrouver quelque part, parler, par exemple, il y a des thèmes, par exemple, souvent les thèmes qui reviennent souvent, c'est pour la violation, c'est contre les violences faites à la femme, parce que là, chez nous, bon, à l'Est et là-bas, il y a tuerie, les femmes sont violées à tout moment à cause de l'insécurité qu'il y a là-bas. Et souvent, ce sont des thèmes qui reviennent souvent chaque année pour essayer de penser aux femmes qui sont violées chaque jour à l'Est du pays à cause de la violence faite à la femme. Oui, parce que cette violence-là, elle est encore là, même si, Sylvie, tu vas nous raconter un peu l'historique, hein, les origines de cette journée de la femme qui a été reconnue par l'ONU. Et bon, on est heureux d'entendre que dans des pays ailleurs sur la planète, comme au Congo, où on entend encore certaines injustice, malheureusement, mais ça a commencé comment, ça? Mais on dit que la première journée de la femme a été célébrée le 19 mars en 1911. Mais on célèbre quand même le 8 mars, là, Oui, internationalement. mais la première journée, donc quand on retourne dans l'historique, la première journée a été célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, Danemark, Allemagne et en Suisse. Et il y a eu des millions de femmes et d'hommes qui ont exprimé leur appui à la cause et d'égalité et tout ça. Puis mais comme souvent, là, c'est une marche, là, les
les gens se rassemblent, se monopolisent et marchent dans la rue. C'est souvent là que ça commence, ce genre de mouvement-là. Tout à fait. Et on a vu aussi avec le mouvement MeToo les dernières années qui a commencé dans les États-Unis. Et d'ailleurs, ma fille Maya a participé dans les 2 dernières années. Mais officiellement, en 1975, les Nations unies ont proclamé l'Année internationale de la femme. Je me souviens de ça. J'étais pas mal fière parce que j'étais la plus vieille de 4 filles. Et ensuite, ils ont adopté une résolution qui a désigné le 8 mars comme étant la Journée internationale de la femme. Et ça, c'était en 1977. Et j'ai une petite anecdote parce que donc, tu nous demandais avant la pause qu'est-ce qu'on allait faire le jour du 8 mars. Et moi, bien, c'est simple, je vais célébrer mon père parce que c'est sa fête, c'est son anniversaire de naissance. Et je me souviens qu'on célébrait l'anniversaire de mon père, Raymond Lapointe, le 8 mars 1977. Et puis, on l'a taquiné, mais on l'a tellement taquiné quand on a su que la journée avait été formellement annoncée. Maintenant, à partir de ce jour, jusqu'à la fin de tes jours, tu auras ta fête, la Journée internationale de la femme. Il dit, ben, c'est bien parce que j'aime bien mes femmes. Bien, tant mieux, tant mieux. Puis les thèmes cette année, ceux de l'ONU et ceux de Conditions féminines Canada se ressemblent un peu, mais pas tout à fait pareil. Bien, oui. Alors, pour les Nations unies, le thème cette année, c'est « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Intéressant, ça vous fait penser à quoi, ça, Nathalie? Hein? Innover pour le changement, penser intelligemment. Oui, ça me fait penser à l'innovation pour le changement, à encourager les femmes à aller à l'école. Parce que, surtout du côté d'Afrique, les femmes souvent sont découragées, non seulement par les hommes et même par les femmes. Oui. Alors, innover pour le changement, pour moi, j'entends par là commencer à conscientiser les femmes, les mamans, nos mamans, les filles, ainsi que le jeune fille à aller à l'école. Et c'est là que les dames qui sont plus grandes et plus sages que les autres doivent non demander aux filles de s'intéresser au mariage, mais surtout d'aller aux études. Je crois que les changements doivent commencer par ces niveaux-là aussi. Oui, puis par leur permettre aussi l'éducation, puis aussi d'aller vers l'éducation, vers des sciences. Quand on regarde autour de nous, là, de plus en plus, je crois que Conditions féminines cette année, c'est le mandat de l'année. Il y a le mot « innover », et j'imagine que c'est pour le changement, mais l'accent est plus « innover pour transformer ». Il veut mettre l'accent sur les études dans les domaines de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Oui, puis ça, là, en ce moment, dans nos universités ici au Canada, de plus en plus de jeunes femmes vont en ingénierie. Je regarde ma Florence, là, ma nièce dont je parlais tout à l'heure, bien, elle rêve de devenir ingénieure et ingénieure chimique. Alors, vraiment, là, c'est un monde où on n'entendait pas beaucoup de femmes. Puis ici au Canada aussi, on doit dire qu'en ce moment, notre gouverneure générale, Mme Julie Payette, astronaute. Alors, c'est vraiment, là, c'est possible. Alors, en misant, comme vous le dites, sur l'éducation, en allant vers ce nouveau thème, ce thème qu'on souhaite aborder pour l'année 2019, pour le jour de la femme, bien, je pense qu'on va voir des avancements. On va voir des changements. Et d'ailleurs, c'est peut-être un autre bastion qu'on a à surmonter parce que, traditionnellement, la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, c'était le domaine des hommes. Et donc, c'est peut-être, je comprends pourquoi ils auraient choisi ce thème-là. Ils disent qu'au Canada, les femmes représentent seulement 1/3 des personnes qui ont obtenu des diplômes dans ces domaines-là. Et donc, on a du chemin à faire pour arriver à l'égalité. On est loin de la parité dans ces domaines-là. Oui. Et je pense peut-être qu'il faudra aussi voir comment sponsoriser les femmes, monter quelque chose qui pourra les encourager à faire les sciences. Parce que souvent, les femmes peut-être pensent que c'est difficile ou c'est quoi, ou bien c'est masculin ou quoi. Je pense que pour les motiver, il faudrait peut-être, c'est pas monter quelque chose qui va les encourager, par exemple, les sponsoriser. Qu'est-ce que vous entendez par sponsoriser? Là? On parle de commandite, on parle d'offrir des bourses d'études. Oui. Je pense à offrir les bourses d'études, surtout en Afrique là-bas, surtout qui n'ont pas de moyens d'aller. Il y a des mouvements. On offrait les bourses, disons par exemple que ces bourses sont pour les femmes seulement qui veulent faire la science, je crois que ça va susciter l'intérêt. Puis ça nous concerne toutes, hein, vraiment, quand on a à redonner, d'encourager via des bourses, puis c'est pas nécessairement des millions de dollars, comme le font les gens les plus riches, mais de sponsoriser, d'avoir des modèles, puis de célébrer ces modèles-là. Quand on retourne ou qu'on fait le tour de la planète, puis qu'on regarde des célébrations à travers la planète, il n'est pas rare de voir, comme l'année dernière à Paris, il y avait des pancartes avec des photos de femmes, des femmes qui étaient soit médecins, scientifiques, qui étaient ingénieurs avec leur nom, et de célébrer justement pour qu'il y ait une jeune femme qui ait une petite en quelque part qui dise un jour ça,
ça pourrait être moi. Puis si une autre femme l'entend, si une autre femme se voit être la confidente de cette petite-là qui a ce rêve-là, bien justement de la sponsoriser. Puis la sponsoriser peut-être avec des sous, mais avec l'écoute, avec l'encouragement. Mais tu vois, en tant que sociologue, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire même avant qu'elle se rende à faire des choix pour son avenir. Il y a une étude intéressante qui a été faite au sujet des jouets qu'on donne aux garçons par rapport aux jouets qu'on donne aux filles. Et donc, hein, les Legos et les blocs de construction et les camions et tout ça, il y a vraiment un penchant qui va vers la science, la technologie, la mathématique. Tandis que pour les filles, c'est les poupées, c'est les casseroles, les casseroles, les petites mini-cuisines, les petites maisons et tout ça. Et donc, je pense qu'il y a un chemin à faire aussi au niveau de à quoi on expose nos enfants dès la naissance, dès l'enfance, pour pouvoir donner un signal dès ce jeune âge-là que tout est possible. Tout est possible. Puis moi, j'espère, ce que je souhaite pour les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi, là, pas juste les femmes, mais les jeunes hommes aussi, j'espère qu'avec l'évolution de l'humanité, là, de nous toutes et de nous tous, j'espère que nos enfants vont avoir des choix, qu'ils ou elles vont pouvoir s'épanouir en s'écoutant. Pas toutes les femmes, nécessairement, vont vouloir aller vers les sciences. Pas toutes les femmes veulent aller en politique. Mais j'espère qu'avec un mouvement, avec des journées comme la journée de la femme, qu'on peut célébrer pour arriver à s'accepter. S'accepter, c'est un gros mot, hein? C'est un gros mot, mais j'ai le même espoir que toi. Et puis en même temps, je suis optimiste parce que si je regarde l'histoire que ma grand-mère m'a partagée de son enfance et de son cheminement et le chemin que ma mère a fait, il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Dans le temps de ma grand-mère, tu étais soit religieuse ou tu étais enseignante. Hein, dans les années 1900. Ou épouse au foyer. Puis là, on faisait ça, religieuse, enseignante, infirmière, psychologue. Nathalie, quel autre chapeau, là? C'est comme si on avait des capes. Sur le mur, on rentre dans la maison, un enfant a un besoin, un époux a un besoin. Puis aussi, nos parents ont des besoins. Alors, combien de chapeaux là, est-ce qu'on porte? Puis, tu as raison, là, à l'époque, on n'avait pas autant de choix. Non. Et donc, quand j'ai grandi dans les années 60, 70, 80, là, on a commencé à élargir justement les professions possibles. Mais je pense qu'on a encore du chemin à faire. Donc, c'est encourageant, mais on a encore du chemin à faire. Oui, je pense qu'on a encore du chemin à faire. D'ailleurs, moi, j'ai comme l'impression que vous êtes allés plus loin. Les femmes sont vraiment épanouies. Et chez nous, depuis que je suis ici, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, on n'a encore rien commencé jusque-là. Ah, vraiment? Quand je compare ce que c'est la femme ici et ce que c'est la femme en Afrique, j'ai comme l'impression que nous sommes restés trop loin parce que beaucoup aussi sont encore à ce niveau-là. Il faut être infirmière, donc il faut faire l'hôtellerie, il faut faire des histoires, peut-être des métiers, aller coudre. Et les femmes ne se lancent pas, surtout dans les sciences. Je pense qu'une façon de les motiver, c'est ça, c'est ce que vous avez dit là, célébrer la femme qui a fait les sciences et aussi, dès le jeune âge, commencer à leur dire que la femme, il n'y a pas que ça, la femme est capable aussi de faire ce que l'homme est en train de faire et que ce n'est pas impossible pour la femme. Ouais. Mais comment on arrive, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu aussi dans ma carrière dans le gouvernement fédéral, on dit que, les femmes, autant que les hommes, ont accès à ces postes cadres-là. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même une responsabilité supplémentaire chez les femmes. C'est mon expérience. C'est-à-dire que... Bien, je pense qu'on peut toutes en témoigner, que même dans les ménages, dans les couples, où est-ce qu'il y a la division des tâches qui est à 50-50, il y a aussi un élément, je ne sais pas si on peut l'appeler émotif, biologique, physique, où est-ce qu'on sent cette responsabilité, puis que... on a tendance à vouloir en faire plus. Est-ce que je me trompe? C'est pas juste chez moi. Je pense que oui. Sans juger, je veux dire, je voyais des sous-ministres, des sous-ministres adjoints faire des semaines de 70 heures régulièrement. Puis pour les femmes, c'était beaucoup plus complexe de faire le même nombre d'heures. Et moi, particulièrement, à un moment donné, je voyageais 2 semaines sur 4 et je trouvais ça vraiment pénible de le faire parce que, je manquais mes enfants, je me sentais coupable, je me disais que je devais faire partie de leur vie. d'embauche. Je suis allée pour un poste, avant de partir à mon compte, un poste de directrice de ressources humaines, puis dans mon entourage féminin, on m'avait dit, bien là, Julie, tu ne diras pas là, que tu as des enfants, là. Oui. Parce que, puis
on m'aurait demandé qui va s'occuper des enfants. Puis oui, le voyagement un peu Tout à fait. partout, là, puis c'est une autre femme, mais je ne peux pas en vouloir, puis on n'en veut pas à nos mères, à nos tantes, à nos grands-mères, parce que c'était comme ça, puis comme en ce moment, des femmes de chez vous, bien, c'est peut-être ce qu'elles entendent, là, qu'on les pousse vers le mariage, parce que ces autres femmes-là, nos ancêtres, nos prédécesseurs, croient que c'est pour le mieux. On veut tout le meilleur, non? C'est ça, c'est ça. Je ne pense pas que les femmes qui demandent ou qui découragent d'autres femmes ou leurs enfants à aller plus loin aux études, je ne pense pas que c'est des mauvaises foi Non, qu'elles les font. non. Ouais, je pense plutôt que elles pensent que c'est mieux Ça pour vient la de leur femme. vécu, Ouais, peut-être, ouais, c'est oui. ça. Mais je pense qu'il faut peut-être travailler là-dessus, conscientiser, je pense. Surtout, il faut jouer sur la conscience. Et je pense qu'il faut travailler, puis je vais prendre la responsabilité, même dans notre propre foyer, sur ça a l'air de quoi l'égalité? Parce que je pense que j'ose pas demander autant que j'aurais besoin de demander, soit de l'aide ou de l'appui pour aller chercher ou reconduire. Je prends ces responsabilités-là sur mes épaules. Et donc, quand on regarde l'équité des tâches, c'est pas tout à fait égal, hein? Mais ça s'en vient. Moi, je regarde dans mon entourage les plus jeunes. Nathalie, vous êtes plus jeune que moi, puis je regarde dans mon entourage les plus jeunes. Il semble y avoir cet équilibre. La génération milléniale, Oui. Puis nous, on est passé au travers des hommes roses. Hein? Puis là, après, on dirait qu'il y a eu comme un décalage. Hein? Il y avait des hommes qui vivaient un peu ce que les femmes vivaient, là, qui en faisaient plus. Puis il y avait des femmes qui avaient des postes de direction. Hein? On a vécu ça ici un peu. Des femmes qui avaient des postes de direction, des hommes qui pouvaient enfin être à la maison avec leurs enfants. Ici, en ce moment, les hommes peuvent prendre des congés de paternité. Hein, qui est ça peut être extraordinaire. discuté à deux. Donc, en ce moment, je pense qu'il y a comme un équilibre, hein, que chacun peut aller Mais vers tu me ses donnes espoir forces. pour la prochaine génération. Oui, sais que moi, il y a eu des le vois. manquements, Moi, je le personnellement. vois. Je crois qu'à titre de Canadienne, je suis fière de dire qu'il y a comme un équilibre. Il y a des conversations au sein des foyers. Puis c'est avec, justement, nos garçons, là, puis ces hommes-là, comme votre papa, Nathalie, là, qui peut encourager vers ça. Puis qu'est-ce qu'on voudrait dire, là, justement, là? Oui, effectivement, c'est ça que j'ai vécu dans ma famille. C'était un peu... Parce que tellement que dans l'entourage, ça n'existait pas. Mon père ne voulait pas que moi, je fasse le travail plus que les hommes. Quand il fallait, par exemple, faire les soupers, les soirs, préparer du riz ou quoi, il disait à ma mère, non, elle n'est pas votre domestique. Il disait au-delà à votre mère. Oui, donc, oui. ton père, c'est très avant-gardiste. Oui, Qu'est-ce parce qu'il faisait? il est médecin. Il est médecin. Parce que ma mère disait, la femme, tu t'occupes des nettoyer. C'est toi qui dois nettoyer les assiettes, tu dois faire la vaisselle, Et puis avec un jumeau, là, du même âge. Oui, tu fais tout pour tout le monde. Et mon père était là pour me défendre. Il disait non, c'est pas possible, c'est pas votre domestique. Ouais. On veut le rencontrer, cet homme-là. Ouais. Il dit, ma fille n'est pas votre domestique, vous allez tous travailler. Les hommes doivent passer à la cuisine, faire la vaisselle, préparer. Et mes frères, maintenant que je vous parle, ils savent préparer, ils font tout ce que les femmes font. Grâce à votre grâce père, à mon vos père. frères sont capables. Sylvie, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Votre père, vous voyez votre mère? Non. Elle appelait par son nom. Elle appelait par son nom parce que je croyais avoir entendu dire elle n'est pas votre domestique. Ah, quand il disait votre, il parlait de la communauté, de la famille, oui. De la famille. oui. Parce Elle que vous disait- étiez la fille de Oui, la la famille. fille de la famille, la fille unique. Il se disait, mais comment se fait-il qu'elle est seule et vous voulez qu'elle fasse tout ce travail pour toute la famille? Non. Tout le monde doit faire quelque chose. Tout le monde doit passer à la cuisine, faire la vaisselle et tout. Et les hommes de ma famille, ils savent faire tout ça. J'ai au moins eu cette grâce-là, alors que à l'extérieur, c'est traité. Les gens voyaient ça comme si c'est mon père, c'est ma mère qui dominait mon père. Alors que c'est lui-même qui voulait faire ça, parce que lui, il n'était pas aussi complexé. Parce qu'il y avait un jugement culturel aussi. Oui, hein, un jugement ton père. culturel, Oui. ouais. Oui. Lui, il voulait ça, il voulait tout faire à la maison. Il n'était pas complexé, il pouvait préparer, il pouvait tout faire. Et c'est ma mère, au contraire, qui disait, non, toi, tu es quel genre d'homme, il faut rester au salon. Mais qu'est-ce que tu viens? Je me dis, non, c'est ma cuisine, c'est ma maison. Je suis libre de me promener partout, même de préparer. Oui, comme mais ça. ça, là, que les hommes fassent la cuisine, que les hommes participent aux tâches ménagères, c'était beaucoup plus commun qu'on pouvait le penser. Oui. On le voyait, moi, quand je regarde, même à mon âge, là, il y en avait des papas là, de Mais mes mon amis papa, qui faisaient mon papa était comme ça. Mon faisaient papa, à manger, oui, il n'avait pas peur d'avoir Oui. un torchon sur l'épaule, ménage, peut-être peut-être moins pas, mais la bouffe, câliné. oui. Oui. parce que mon père partait tôt le matin à 6 heures pour aller travailler, mais il était de retour à 3 heures. Donc, il était là pour l'après-école.
école et c'est lui qui faisait la bouffe pour le souper parce que ma mère avait des heures de clinique, elle était médecin et donc elle arrivait à 5-6 heures. Donc mon père faisait la bouffe, ma mère en a fait beaucoup aussi, mais non, j'ai été chanceuse de grandir avec un monsieur comme ça. Et lui aussi m'a encouragée. Hein. C'est intéressant comment notre histoire personnelle va avoir un impact sur les gens, sur nos enfants et sur les générations futures. Dès ma naissance, mon père avait commencé à mettre de l'argent de côté pour nos études. C'était un fait accompli qu'on allait à l'université. Que vous soyez fille ou garçon, peu importe. Puis ça aussi, là, cette diversité, là, nos relations là, avec nos pères, avec nos oncles, avec nos frères, est-ce qu'à titre de femme, on interagit différemment? Parce que c'est ça, en fait, là, la journée de la femme. Hein, on veut être reconnu à l'égalité. Les femmes, les mêmes droits. Mais est-ce qu'on interagit différemment? Moi, je crois, là, si je peux être la première à parler, moi, je crois qu'il y a encore des différences. Il y a des différences biologiques. Puis je suis fière, je suis heureuse d'être femme, mais il y a certaines interactions qui peuvent être différentes. Est-ce que j'agis toujours de la même façon avec les hommes, avec les femmes? Ça dépend. Ça dépend de la situation. Qui faisait la discipline chez toi? Chez nous, la discipline, je te dirais que c'était pas mal plus mon père, mais il faut dire que je n'étais pas même étonnante quand j'étais plus jeune. Là. Moi non plus, faut moi non dire plus. que c'était pas tout à fait mon cas, mais c'est une très, très bonne question. Parce que souvent, on disait, attends que ton père arrive à la maison. Ouais, hein? oui. Chez vous, Nathalie, c'était comme ça? Oui. C'était plus le papa. Et vous savez, vous, à la maison, là, puis c'est ce qu'on souhaite avec l'émission d'aujourd'hui, là, que la conversation se poursuive. C'est le format de l'émission L'apéro avec Julie. Nous, on va faire une pause, puis après, on va rassembler tout ça, puis au retour, on va faire une belle conclusion. On va mettre une belle boucle autour de cette première émission où est-ce que j'ai eu la chance de vous recevoir ici, de vous entendre partager. Puis Sylvie, merci de nous avoir dit là, qu'est-ce qui se passe là, ailleurs à travers le monde. Puis je vais vous inviter à réfléchir, là, qu'est-ce que vous souhaitez là, pour cette prochaine année, pour les femmes, non seulement pour Sylvie, pour Nathalie, pour Sophie Grégoire Trudeau, mais pour toutes les femmes là, dans le monde entier. Alors, restez là, revenez-nous, allez rafraîchir votre tasse. On se retrouve pour la conclusion de l'apéro avec Julie. De retour pour la conclusion de l'apéro avec Julie. Avant d'aller à la pause, je vous ai demandé qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Qu'est-ce qui devrait se passer dans cette prochaine année? C'est juste un an, là, c'est 365 jours. Disons que l'année prochaine, on se retrouve le 8 mars pour l'apéro avec Julie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Nathalie, on va commencer avec vous. Oui, je souhaitais que... parce que je pense que c'est pour l'égalité. L'égalité? Oui, l'égalité homme-femme, nous devons intéresser. Les hommes doivent aussi, doivent aussi être intéressés. Rentrez dans la cuisine, les hommes. Venez pendant l'apéro, jaser. On veut vous voir. Oui, ils doivent parler, défendre la femme aussi. Et condamner les bourreaux de la femme, condamner les hommes qui continuent à maintenir la discrimination de la femme. Les hommes doivent nous soutenir aussi sur cette démarche. Je crois qu'elle sera productive si les hommes mettent aussi la main dans la pâte. Puis on va les encourager, puis on va les applaudir, ces hommes-là. Alors, si vous êtes témoin de ce que Nathalie propose, d'hommes qui vont se lever, qui vont parler, qui vont cesser tout ça, là, on vous invite à les célébrer, à les applaudir. Sylvie? Je vais reprendre ce que Sophie Grégoire Trudeau a dit. J'ai vraiment aimé sa suggestion qu'on devienne première ministre de la République de soi-même. Et d'ailleurs, je pense que ça a été mon chemin et mon souhait de vie. Et je pense que ce que je vous propose, c'est de faire le changement entre le faire, parce que je me définis par ce que je fais, mon rôle de mère, le ménage, la bouffe, etc., et d'aller plus vers l'être. Et donc, qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? Et donc, je pense que si on s'amène à être fiers de nous-mêmes pour qui on est, sans rendre service, sans être la mère de quelqu'un ou la sœur de l'autre, déjà là, je pense qu'on aura fait un pas. Oui. Puis de s'assumer comme femme, de toutes ses couleurs, de toutes ses rondeurs, de toutes ses émotions. Puis moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes, à mes nièces, à mes filles, à mes amis,
Puis à la toute petite là, qui vient de naître, là, si vous en avez une dans vos bras, là, moi, ce que je lui dis, là, ton futur est féminin et on te tient la main. On est toutes là avec toi. Ce qu'on veut que tu saches, hein, que vous sachiez, là, mesdames, mesdemoiselles, les tout petites, là, on est avec vous. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour cette première de l'apéro avec Julie. Je remercie Sophie Grégoire Trudeau pour son authenticité, sa vulnérabilité, ses convictions. Merci Sylvie de toujours être là à mes côtés, de m'accompagner avec cœur. Nathalie Masségou, merci beaucoup d'avoir partagé votre réalité avec courage. On est heureuse que vous soyez là avec nous. Puis nous, bien, on vous dit à la prochaine pour l'apéro avec Julie. Et évidemment, on remercie Marie-Lou au maquillage de Maquillage Coiffure, Liane Lacroix & Associates pour ce merveilleux décor. Upper Room, puis toute l'équipe à TV Rogers, là, merci de votre confiance et d'avoir été là. Les bénévoles, on vous apprécie, on vous aime. Puis ça va être comme ça régulièrement pour l'apéro avec Julie. Mouah! Portez-vous bien.